Bonjour. Euh, Aujourd'hui, notre visioconférence aura pour thème les fondements de la restructuration des entreprises avec Monsieur Adel Grar, PDG de Al-Karama Holding. Directeur général uniquement. Directeur général, pardon. Directeur général. Donc, bonjour monsieur. Le thème: suffit-il d'injecter des fonds pour assurer le rebond? La sortie de la pandémie qui a frappé le monde entier n'est pas entamée. La Tunisie s'en est bien sortie pour l'instant. Il faut toucher du bois. Mais il reste à colmater les brèches énormes, économiques, financières, sociales, qui ont accompagné 3 mois de confinement. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, 3 scénarios sont sur la table. Ils sont modulables à souhait. Déjà, au cours du premier trimestre 2020, les investissements en capital ont baissé des 2 tiers. La consommation des ménages a régressé de 1 tiers. La contrainte sur les ressources financières se fait très lourde, aussi bien au niveau privé que public. Certains secteurs sont à l'arrêt total. Enfin, les économistes en Tunisie s'attendent à ce que la chute du PIB s'accentue au cours du deuxième trimestre. Le réajustement que les Tunisiens attendent depuis 20 ans n'est pas toujours au rendez-vous. Or, quand les objectifs d'entreprise ne sont pas atteints ou que le dialogue interne ou externe fait face à des grandes difficultés, on doit choisir de procéder à une restructuration. Il est certain qu'il faille avoir assez de recul pour être parfaitement objectif dans les conclusions que l'on retire de l'audit. Où en est-on à ce niveau? La question est posée. Quelle est la politique de restructuration adoptée? Quel est le plan d'action? Est-ce qu'il est défini? Y a-t-il un protocole? Qu'en est-il de la communication interne et externe? C'est cette étape qui est censée marquer le point de départ du processus de changement. C'est pourquoi il faut y accorder de l'importance aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Autant de questions, de points fondamentaux et bien d'autres que M. Adel Grar, directeur général de Al-Karama Holding, va expliciter. Enfin, encore une fois, M. Liache vous remercie de bien vouloir participer à notre binaire. C'est à vous. Merci Sitar, merci à tous ceux qui participent à ce webinaire et qui nous écoutent aujourd'hui. Bon, bien entendu, c'est une chance pour moi, bien que je dois mesurer mes mots sur un sujet qui est quand même assez, disons, assez complexe. Oui, le thème que j'ai choisi, Sitar, c'est un thème complexe parce qu'il touche à plusieurs aspects de l'architecture de l'économie tunisienne d'aujourd'hui, qui est le fondement de la restructuration des entreprises en Tunisie. Sitar, dans votre introduction, vous avez parlé de la situation des entreprises post-Covid et qui ne fait que commencer parce que le pire est à venir. Mais en prélude, je pose une seule question. Est-ce que les difficultés que connaissent ou que vont rencontrer encore les entreprises sont liées uniquement au Covid-19? Et c'est sur ça que je vais fonder un peu la discussion. Alors, pourquoi ce thème? Bien entendu, parce que nous entendons beaucoup d'efforts exceptionnels de la part du gouvernement pour soutenir les entreprises qui ont connu des difficultés durant la période du confinement. Et on parle bien entendu souvent soutien financier.
difficultés financières, injection de fonds, garantie donnée aux banques pour qu'elles facilitent un peu le financement. Tout ça, on le voit actuellement quotidiennement. On est déjà, je crois, à une enveloppe de 4,5 milliards de dinars qui est le coût pour l'État jusqu'à aujourd'hui du confinement. Bon, mais le problème, il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi ces aides qui ont été distribuées. Là, c'est la première question. Toute société, publique ou privée, qui connaît des difficultés, bien entendu, les difficultés ne convergent que vers un seul point. On le constate dans la trésorerie. Quelle que soit l'origine de ces difficultés-là, ça se manifeste par une difficulté financière que l'on constate par un manque de trésorerie. Mais est-ce que cela signifie qu'il faut injecter de la trésorerie pour sortir ces difficultés? Voici le cœur du sujet que je voudrais évoquer. Pour donner encore des signaux sur ce que je voudrais développer, je vous pose également une autre question, et c'est sur la base de toutes ces séries de questions, après, on va développer ensemble, décortiquer ensemble le mal de l'économie tunisienne. Comment expliquer, durant cette dernière décennie, pour ne pas parler de 2 décennies, mais disons durant cette dernière décennie, que nous avons d'une part une économie avec une croissance qui peine à dépasser le 1%, mais un système bancaire dont le produit net bancaire connaît une croissance continue et structurelle à 2 chiffres. Même cette année, les banques ne vont pas distribuer de dividendes, d'accord? Mais regardez, pas le bas du compte du résultat, c'est-à-dire le résultat net pas après provision, mais avant les provisions, regardez le PNB et regardez l'évolution de PNB. Les chiffres sont disponibles dans le site de l'Association professionnelle des banques et même au niveau de la Banque centrale. Donc finalement, c'est les banques qui sont censées financer l'économie, elles prospèrent beaucoup face à une économie, à des entreprises qui peinent à garder un petit peu leur non pas vitesse de croisière, mais garder un petit peu leurs résultats. Là aussi, c'est des questions qui méritent d'être posées, surtout en période de crise également. Je parle du système bancaire parce que c'est un principal instrument de financement quand même de l'économie tunisienne et des entreprises tunisiennes, qu'elles soient publiques ou privées, bien entendu, je ne fais pas la distinction. Comment distinguer les difficultés liées au Covid dans des entreprises qui ont connu tout le temps un manque de trésorerie? Que veut dire restructuration des entreprises et particulièrement restructuration des entreprises publiques? Parce que là, vous savez très bien que la position du gouvernement actuel et même le gouvernement là, précédent, on parle de pas de privatisation, mais on va restructurer les entreprises publiques. Et qui dit restructurer, dit bien entendu réserver une enveloppe assez importante. Alors, on va voir aussi qu'est-ce qu'on entend par, est-ce qu'il y a déjà un consensus sur le mot restructuration? Et est-ce qu'à chaque restructuration, on lit le mot financière? Permettez-moi, bien que ça pourrait être un peu ennuyeux pour vous, de faire un petit peu de l'histoire sur le développement de l'économie tunisienne. Après l'indépendance, il y a un premier gouvernement qui a été installé, dirigé par Bourguiba à l'époque. C'était un gouvernement assez clair, avec une tendance un peu socialiste et avec une vision, bon à l'époque aussi c'était un peu la mode, et pas qu'en Tunisie, avec une vision, l'économie, l'économie, c'est pour servir le social. Le plus important, c'est l'aspect social. Il faut comprendre aussi que ces premiers gouvernements, c'était essentiellement des juristes qui ont été formés en France et qui ont été aidés par la France socialiste à l'époque. Oui, malgré l'indépendance, nous avons été aidés par la France les premières années pour mettre en place une économie en Tunisie et ils ont fait le choix clairement, un choix de développement de l'économie public, c'est-à-dire développement des grandes entreprises, développement de certains secteurs par l'État. Le tourisme a été développé par l'État, le système bancaire a été développé par l'État, les premières banques, grandes banques sont les banques publiques, et plusieurs secteurs ont été développés par l'État. Donc c'était à la sortie des années 50,
et ça a duré tout au long des années 60. C'est l'État qui gère tout, c'est l'État qui administre l'économie, c'est l'État qui planifie l'économie, et c'est l'État, surtout, c'est l'État qui investit. Bon, c'était un modèle qui marchait, bien entendu, parce qu'il était cohérent. Et il était simple parce qu'il était aussi assisté par des pays qui voulaient que l'on converge vers ce modèle économique-là. Avec beaucoup de social, bien entendu, donc beaucoup de stabilité. Mais les années 70, il s'est passé ce qui s'est passé dans les années 60, et vous savez très bien, les années 70, il y a eu la première tentative de développement d'initiatives privées, c'est-à-dire la première tentative de création d'hommes d'affaires privés et de privatisation, entre guillemets, de l'économie tunisienne. En gros, on faisait le tour des gens qui ont été formés à l'époque à l'étranger, qui travaillaient dans les banques, c'est des jeunes cadres, on les assistait auprès d'eux pour qu'ils quittent leur poste et qu'ils aillent créer une entreprise, moyennant, bien entendu, un financement à l'époque. Mais ce n'est pas le financement qui a permis à cette première frange d'hommes d'affaires de se développer, et c'est ces hommes d'affaires qui sont organisés aujourd'hui en groupes privés et qui sont encore présents, bien entendu. Il y a eu beaucoup de cas entre-temps, mais ces groupes privés, la plupart d'entre eux, leur émergence, c'est essentiellement les années 70, du temps de la politique de Hedin. C'est vrai qu'il y a une facilité au niveau du financement, donc on a accordé des crédits, mais c'était surtout les années 80, on privatisait l'investissement et l'initiative au niveau de l'entrepreneuriat dans une économie qui restait encore fermée. C'est-à-dire, en gros, vous êtes un jeune cadre dans une banque de développement, on vous propose de quitter, de vous donner un projet presque sur mesure, et on vous finance ce projet-là, et on vous laisse un petit peu créer un produit local, mais on vous protège, créez votre produit, vendez quand vous voulez, au prix que vous voulez, vous êtes complètement protégé. On ne peut pas juger avec les paramètres d'aujourd'hui la situation de l'époque. Je dirais que c'était quand même, comme première étape, c'était une très bonne initiative. C'est justement cette initiative-là, bien qu'elle n'était pas complète, qui a permis aujourd'hui l'émergence de la première frange d'hommes d'affaires et d'investisseurs privés. Parce qu'on savait très bien que l'État ne pouvait pas continuer à diriger l'économie et surtout ne pouvait pas continuer à investir. Alors, sauf que c'était une première étape. Et on savait qu'on allait converger vers une autre étape qui est un peu l'ouverture de l'économie. On ne peut pas demander à des gens qu'on leur finance des entreprises pour qu'ils puissent lancer sur le marché local leurs produits, marché protégé, et ensuite on leur demandait d'exporter. Ah, exporter, c'est une autre paire de manches. Exporter, c'est difficile. Parce que c'est quand on exporte, c'est là où on se rend compte que notre produit n'est pas adapté au marché, que sur le plan technologique, notre produit est un petit peu dépassé, qu'on n'a pas fait beaucoup de recherches, et surtout, on ne produit pas à moindre coût, parce qu'on n'était pas dans un environnement réellement concurrentiel. Mais il faut dire aussi, comment peut-on faire autrement lorsque il n'y avait pas de secteur privé avant les années 70. Donc, on ne pouvait pas faire autrement. Par contre, il fallait quand même assister ces hommes d'affaires pour passer la deuxième étape, chose qui a été faite, mais un peu plus tard. Passons aux années, aux années 80. Les années 80, je parle toujours de l'aspect économique, je ne parle pas de politique, j'insiste. Les années 80, c'est essentiellement, dans une situation un peu délicate d'ailleurs, c'est la mise en place du plan d'ajustement structurel, un an avant le changement politique, en 1986, ça a été mis en place dans un pays presque en quasi-faillite. Parce qu'on parlait à l'époque de l'ajustement structurel depuis 83. Entre 83 et 86, quand même, il y avait beaucoup de tergiversations au niveau des politiques pour accepter ou ne pas accepter ce plan d'ajustement structurel que nous avons fini par signer les conventions nécessaires en 1990 dans une situation économique désastreuse. Sauf que globalement, avec un peu de recul, ce modèle a marché. Parce qu'il y a eu une réforme réglementaire, une réforme des marchés
Et si on prend la philosophie de plan d'ajustement structurel, pourquoi je prends cette philosophie? Parce que j'essaie de transposer à ce qui se passe actuellement. Nous sommes dans un pass, je veux dire un plan d'ajustement structurel, mais un peu déguisé. Et le problème, c'est qu'il est beaucoup moins cohérent que de celui de 86. En 86, c'était fondé sur deux choses. Sur la marchéisation de l'économie. Excusez-moi ce terme, ce n'est pas français. En gros, on s'appuie tout sur la logique de marché pour trouver le meilleur financement au meilleur prix. Ce n'est pas l'État qui fixe le taux d'intérêt. Pour, pour fixer aussi les prix des différents secteurs d'activité et des produits et des services, on converge vers le prix du marché parce que celui qui a été assisté pour vendre sur le marché local en étant protégé de l'importation, il ne pourra pas exporter s'il n'est pas soumis à un environnement concurrentiel. On a réformé la réglementation à l'époque, on a facilité le système fiscal et on a beaucoup aidé parce que derrière le plan d'ajustement structurel, il y a eu beaucoup de fonds d'assistance quand même qui sont venus, mais c'était fondé essentiellement sur la marchéisation de l'économie, sur le développement d'initiatives privées, c'est-à-dire tout projet, on aimerait bien qu'un privé le développe plutôt que l'État. En gros, c'est repenser le rôle de l'État dans l'économie tunisienne. Et c'était également substituer l'investissement public par l'investissement privé. Nous avons réussi, parce qu'après l'ajustement structurel, il y a plusieurs également assistances, et notamment l'assistance technique, l'intervention de plusieurs structures bilatérales dans le cadre d'accords bilatéraux et multilatéraux pour assister le secteur privé à exporter et se mettre à niveau, ce phénomène de mise à niveau qui a globalement réussi. Globalement, bien entendu, à chaque niveau, il y a un taux de casse relativement important. Mais il y a quand même des groupes qui ont émergé et qui sont arrivés à un niveau international. Bien sûr, de moins en moins, c'est pyramidal tout ça. Mais le point que globalement, nous n'avons pas encore réussi depuis les années 80 jusqu'à maintenant, c'est que c'est substituer l'investissement public par l'investissement privé. On savait que l'État n'avait plus le moyen de financer le titre 2. Le titre 2 qui est finalement le réservoir d'ajustement du titre 1. En gros, voilà, je collecte des impôts, je dépense en titre 1 des dépenses d'investissement, notamment les salaires des fonctionnaires, entre autres, et autre chose. Le titre 2, c'est faire l'investissement public, l'argent de l'investissement public. Bien entendu, si j'ai un dépassement dans le titre 1, je vais grignoter un petit peu du titre 2 pour compenser. Question de ne pas dépasser le budget, mais c'est toujours au détriment de quoi? Au détriment de l'investissement public. Très bien. Mais est-ce que le privé, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, partant on est passé par plusieurs phases, a pu investir autant que l'économie tunisienne le nécessite? Parce que derrière l'économie, il y a la création d'emplois. Et c'est l'investissement qui définit le rythme de création d'emplois. Et derrière la création d'emplois, il y a l'aspect social et la stabilité sociale. Et c'est au niveau de l'investissement que tout le malheur de la Tunisie existe. Vous savez, quand on n'a pas de nouveaux investissements, on ferme un peu le marché. C'est-à-dire, encore une fois, on rentre dans un environnement, pas de monopole, mais disons d'oligopole, entre des acteurs qui verrouillent les systèmes et qui interdisent à de nouveaux arrivants de s'établir sur le marché. Et là aussi, ce n'est pas bien pour la concurrence, ce n'est pas bien pour le citoyen, ce n'est pas bien pour le consommateur. Bon, ce n'est pas toujours une critique que je présente, ce modèle-là, sous forme de critique. Il faut dire aussi que c'est peut-être aussi un concours de circonstances et parfois on était dans une situation où on n'avait pas vraiment le choix. Ensuite, il y a eu une tentative des années 90. On s'est dit, bon, l'économie privée est entre les mains de quelques groupes quand même, c'est bien et c'est pas bien à la fois. Il faudrait quand même élargir le champ du secteur privé et créer une nouvelle frange d'hommes d'affaires. Il y a eu encore alors la loi qu'on appelait de nouveaux promoteurs. Voilà, la loi nouveaux promoteurs. Donc, on permettait à de nouveaux promoteurs, avec le minimum de financement possible et avec un maximum d'endettement, de lancer leurs propres projets. Mais bien entendu, on ne peut pas créer la fibre entrepreneuriale chez quelqu'un en lui donnant de l'argent.
bien entendu, il y a beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de gens de l'administration qui ont quitté leur poste à l'époque pour lancer un projet, si je me rappelle bien, pour parler que du secteur du tourisme. Voilà, on vous donne un projet tout fait de création d'un hôtel avec à peine 1 hectare ou 1,5 hectares de terrain, front de mer, avec un hôtel de 100 lits. Jamais il pourra être rentabilisé, mais c'est déjà ça. Il est arrivé ce qui est arrivé. On a perdu une bonne partie des années 90 avec cette deuxième initiative de développement d'initiatives privées et l'investissement privé. Mais ça n'a fait que consolider, renforcer la position des groupes privés qui, eux, ont été développés dans les années 70, dans un environnement pas du tout concurrentiel et de protectionnisme. Et tous ces nouveaux promoteurs ont fini par vendre leurs projets à ces mêmes hommes d'affaires qui sont aujourd'hui établis et qui sont, qu'on le veuille ou pas, le pilier de l'économie tunisienne et de la création d'emplois en Tunisie. Dans les années 90, on a connu une vague de privatisation parce que dans le programme d'ajustement structurel de 86, il y avait aussi l'idée de privatiser des entreprises publiques. C'est comme ça qu'on a privatisé plusieurs cimenteries et plusieurs entreprises. Et c'est assez bien de se poser la question aujourd'hui, quelle est la situation de ces entreprises aujourd'hui? Donc, quelle est la situation des entreprises qui ont été privatisées dans les années 90? Est-ce qu'on a bien fait de privatiser ou pas? Là aussi, c'est un discours politique que j'évite personnellement, mais la question mérite quand même d'être posée. Donc, comment on se trouve aujourd'hui? Quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas forcément ces dernières années, parce que post-révolution, ou disons post-2011, c'est vraiment un mix de plusieurs actions économiques. Mais en fait, je dirais, à partir des années 90, l'État s'est rendu compte qu'il vaut mieux miser sur ce secteur privé et ces groupes privés pour faire appliquer la politique économique du pays. C'est-à-dire, plutôt qu'investir dans les zones qu'on appelle aujourd'hui défavorisées, on demande à ces hommes d'affaires d'investir là-bas en moyennant des avantages fiscaux importants. Au lieu de toucher le code du travail, notamment pour améliorer les conditions de vie sur le plan social, on demande à ces hommes d'affaires de faire un effort particulier et surtout l'investissement. En contrepartie, on leur facilite les choses et on évite le rôle principal de l'État qui est la création d'un environnement de concurrence pure et parfaite. Parce que personne ne peut dire qu'un secteur saturé, qu'il n'y ait pas, personne ne peut dire qu'il ne peut pas y avoir un acteur intelligent qui vient en dernier et qui finit par sortir le leader parce qu'il a réfléchi sur ses produits, parce qu'il a une vision meilleure, parce qu'il a une stratégie commerciale meilleure, parce que technologiquement il est meilleur. En fait, c'est clair, les années 90, l'État a reconnu son échec et a continué à travailler avec ses hommes d'affaires. Il y avait à la fois une ouverture sur l'international parce qu'on encourageait ces hommes d'affaires à exporter à zéro impôt à l'époque, mais en même temps, il y avait encore le ministère des Plans. Le ministère des Plans, ça veut dire quoi? Le ministère des Plans qui est devenu après le ministère du Développement économique. Ça veut dire que l'État faisait des plans quinquennaux à l'époque. Mais comment il appliquait ces plans quinquennaux alors qu'il n'avait plus les moyens? Il les faisait appliquer par deux acteurs, le secteur privé et le secteur bancaire. Même au niveau des banques, on demandait aux banques et on poussait les banques avec ces fameux RAP, les ratios d'activité prioritaire, d'investir ou de financer tel ou tel secteur parce que l'État a mis sur ces secteurs-là. D'ailleurs, les banques aujourd'hui reprochent beaucoup au gouvernement de l'époque en disant pendant des années, vous nous avez poussé à financer des secteurs d'activité qui s'avèrent non rentables. Aujourd'hui, vous nous demandez de provisionner. Mais c'était encore une étape que je ne voudrais pas critiquer pour dire que c'était une étape. Ensuite, qu'est-ce qu'on a atteint ces dernières années? Quand je dis ces dernières années, même ces 15 dernières années, on est avec un secteur public qui mérite d'être repensé. Aujourd'hui, quel est le rôle des entreprises publiques? On est aussi avec un secteur privé qui n'est pas dans un environnement purement concurrentiel. Mais un secteur privé qui, en même temps, il souffre parce qu'il veut exporter, il n'y a pas l'infrastructure
nécessaire pour pouvoir exporter. Il n'y a pas la réactivité nécessaire. Et on est également avec un tissu économique fondé sur la PME, des PME qui ont été créées PME, qui sont restées PME 15 ans, 20 ans, 30 ans après, et plus que PME, qui sont restées entreprises familiales. Au mot familial, je pose le mot entreprise institutionnalisée. Il y a très très peu d'entreprises qui ont été institutionnalisées ou créées, institutionnalisées dès le départ. En gros, une société qui n'appartient à personne, dont le capital est vraiment effrité, où vraiment il y a une gouvernance de séparation totale entre l'actionnariat et le management, et qui opère sur un secteur concurrentiel sur le plan local et également à l'international, parce qu'aujourd'hui, quand on ouvre les frontières du pays, exporter ou vendre sur le local, c'est le même effort, puisqu'on est envahi par ces produits locaux. On n'est pas arrivé à cette étape-là. On est resté encore des PME, pour ne parler que du secteur privé, parce que le secteur public, c'est une autre paire de manches. Et je voudrais focaliser aujourd'hui sur le secteur privé. Nos entreprises sont pour la plupart des PME, je dirais même des petites PME, familiales, axées sur le marché local qui a été ouvert, mais elles en souffrent justement, dont l'exportation ne fait pas l'objet de politique. Nos entreprises exportent, oui, mais rares sont les entreprises qui font de l'export toute une stratégie commerciale et politique. C'est-à-dire, elles ont un directeur export qui est toujours en train de chercher des marchés. L'export, pour nous, c'est un facteur d'ajustement. Quand je trouve une opportunité, d'ailleurs à travers un intermédiaire, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans l'exportation, voilà, c'est l'occasion de pouvoir trouver un marché dans tel ou tel secteur d'activité, parce qu'on a trouvé un intermédiaire, mais on ne peut pas dire que voilà, on va miser sur cela, qu'on va miser sur cela et qu'on va faire de l'export le fer de lance de l'entreprise. On n'est pas encore à ce stade-là. Bon, maintenant, dans ce contexte, ces entreprises ont connu beaucoup de difficultés à cause justement du circuit parallèle. Ont connu beaucoup de difficultés parce que l'ouverture de l'économie tunisienne a été brutale. C'est-à-dire que ça n'a pas été planifié. Pourquoi elle a été brutale? Il n'y a pas pire qu'entrouvrir une porte. Entrouvrir, c'est-à-dire une porte ouverte mais pas vraiment ouverte. Certains peuvent importer, d'autres pas. Dans certains produits, on peut les importer et d'autres pas. Et en fait, on ne sait pas trop quelle est exactement la politique adoptée du pays vis-à-vis de la protection du secteur privé de l'économie tunisienne. Soit le protectionnisme pur et dur des années 70 et début des années 80, où on ne consommait que ce que l'État a choisi d'importer pour nous. On ne choisit pas ce qu'on veut manger ou ce qu'on veut consommer, on choisit ce qui est local ou bien ce que l'État a choisi d'importer à travers le ministère du Commerce ou autre. Ce n'est pas vraiment le libéralisme total, parce que le libéralisme suppose l'ouverture totale, et ce n'est pas vraiment le cas. C'est vraiment une économie entrouverte. En réalité, dans la pratique, elle est totalement ouverte. Mais sur la réglementation, je dis, dans la réglementation, elle est entrouverte. C'est-à-dire, pour importer tel produit, pour certains, c'est possible, pour d'autres pas. Voilà. Et dans ce cas-là, nos entreprises sont sont faiblement capitalisées. Parce que j'ai oublié de dire un point très très important, c'est que aussi bien dans les années 70 que la tentative des années 90 de développer un secteur privé, c'était au prix de surendettement. Dans les années 70, on demandait aux banques publiques de financer le projet, en gros 90-10, c'est-à-dire apporter 10% du projet et on vous donne 90%. En les années 90, on a amélioré un petit peu en disant 70-30, mais même les 30%, il y a une bonne partie d'instruments de financement par portage et autres qui sont de la dette déguisée. En tout état de cause, l'économie privée tunisienne s'est développée sur la base de l'endettement. C'est-à-dire, moi, j'ai un marché local, bien sûr, mal organisé, mais j'arrive quand même à tirer mon épingle du jeu, financé par de la dette. Et la dette n'est pas accessible à tout le monde. J'ai été élu pour lancer un projet financé par une dette. Pourquoi voulez-vous que je travaille avec mon argent propre? Même si je fais des bénéfices. Il y a des secteurs d'activité qui ont disparu, c'était également prévisible, où les acteurs
ont migré vers un autre secteur. Rappelez-vous le secteur du textile en Tunisie, et avec la loi du textile, et qui a été rompue par la rupture de l'accord multifibre et la Chine qui a envahi le secteur du textile et qui a coupé quand même une bonne ressource pour l'économie tunisienne dans le domaine textile. Je peux vous confirmer que tous ces acteurs du textile aujourd'hui sont convertis dans l'immobilier. Parce que pendant des années, là aussi je ne reproche pas, je ne donne pas de jugement de valeur. Je décris les choses comme elles sont. Pendant des années, ces investisseurs-là savaient que l'accord multifibre ne pouvait pas durer longtemps et que sans accord multifibre, ils ne peuvent pas concurrencer la Chine. Et donc, on investissait où ça? Dans le foncier. Et ils sont tous trouvés après avec une réserve foncière importante. Ils ont développé, bien entendu, la promotion immobilière. Aujourd'hui, ils sont devenus promoteurs immobiliers et un secteur qui est resté un peu sinistré. Tout ça, on le sait. Et ce n'est qu'un exemple. Hein. Il y en a d'autres par ailleurs. La question qui se pose aujourd'hui, on parle de difficultés de l'économie tunisienne avec sa structure actuelle. Et j'ai même essayé d'expliquer, avec ma manière à moi, comment on est arrivé là. Maintenant, arrivé le Covid ou même avant le Covid, quand on dit qu'on a des difficultés, pensez-vous dans ce contexte que la solution de ces difficultés-là, que ce soit entreprise privée ou publique, c'est justement trouver des moyens de financement ou prendre des ressources extérieures spéciales ou faciliter l'endettement, ou pire encore, donner la garantie de l'État à ces entreprises-là pour qu'elles puissent se financer encore par les banques. Pourquoi j'ai choisi personnellement ce sujet-là? Moi, je représente une entreprise appartenant à 100% de l'État, à l'État, pardon. C'est une entreprise qui est du domaine privé de l'État, c'est-à-dire ce n'est pas une entreprise publique régie par la loi 89.9. Cette holding possède en gros 67 filiales dans différents secteurs d'activité. L'objectif, bien entendu, ces filiales-là qui ont été achetées, l'État, parce qu'à l'époque, c'était confisqué, bien que le Karama n'est pas concerné par la confiscation, ces entreprises-là sont appelées à être remises dans le secteur privé, c'est-à-dire vendre ces participations-là pour le compte de l'État, pour qu'elles soient à des privés, finalement, locaux ou étrangers, pour qu'elles soient, pour qu'elles puissent agir, encore une fois, dans le secteur privé. Alors, pour bien vendre, il faut bien gérer. Notre rôle en tant que holding, ce n'est pas vraiment de gérer, mais d'administrer. C'est-à-dire toutes ces sociétés-là, elles ont quand même leurs dirigeants, leur conseil d'administration. Et nous, notre rôle, c'est intervenir à travers notre présence au conseil d'administration pour orienter. Personnellement, j'ai fait le tour de ces entreprises, ou du moins, la plupart d'entre elles. Et quand je pose des questions aux dirigeants, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Nous avons du mal à lever de la dette, nous avons du mal à financer, on aimerait bien avoir la garantie d'El Karama pour qu'on puisse un peu travailler, d'accord. Mais on peut même vous financer, pas forcément donner un aval pour avoir de la dette bancaire. Mais supposez, vous avez besoin de combien? Disons 3 millions de dinars. Ok, considérez que vous avez déjà 3 millions de dinars. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, je vais réduire les charges financières et injecter du capital. D'accord, mais quelle est la rentabilité de cet argent-là? Et quelles sont vos perspectives d'avenir? Quelles sont les perspectives d'avenir? Et c'est là qu'on se rend compte que 90% des cas, ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème d'abord, oui, on manque d'argent, mais on manque d'argent pour d'autres raisons. Ce n'est pas parce qu'on manque d'argent, comme quelqu'un qui a une maladie, même grave. Comment ça se manifeste? Par des douleurs. Traiter les douleurs, est-ce que ça signifie traiter la maladie? Non, pas du tout. Il faudrait d'abord raisonner en restructuration opérationnelle avant de parler de restructuration financière. Et je peux vous dire que, bon, j'en parle aujourd'hui, pourquoi? Vous savez très bien que moi, j'ai été à la tête de Karama depuis 2017. Alors, première action à faire, c'est 2017, on a mis à la vente plusieurs entreprises qui, je l'avoue, étaient faciles à vendre. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste celles qui doivent être restructurées avant d'être vendues. Et restructurer signifie quoi? Signifie injecter des fonds dans l'augmentation de capital pour être consommé encore une fois et perdu dans 2 ans? La même question s'est posée le Parlement lorsqu'on parlait de recapitalisation des banques publiques. Et il n'avait pas tort, le Parlement. Parce que tout cet argent qui a été injecté, encore une fois, avec la création d'une commission de suivi de ces banques publiques et tout ça, ben, tout cet argent est encore une fois parti. Parce que le problème, ce n'est pas une banque, c'est une banque publique et
la vocation de ces banques publiques dans leur secteur, aujourd'hui, ça a évolué de entreprises publiques qui régulent un marché, qui moralisent un marché. C'est ça l'objectif de l'entreprise publique. C'est moraliser le marché pour que le privé ne fixe pas le prix comme il veut. À une entreprise publique dont le rôle est purement social, dont le rôle est vraiment créer des emplois ou stabilité de l'emploi et offrir des perspectives d'évolution au personnel à n'importe quel prix. Mais finalement, c'est qui paye tout ça? C'est le citoyen, directement à travers ses impôts et indirectement à travers la recapitalisation ou les recapitalisations financières multiples de ces entreprises-là, qui, dans le même contexte, les mêmes causes, dans les mêmes effets et ça nous tombe dans le même résultat. C'est encore une fois, j'insiste sur un sujet qui peut avoir une connotation politique, mais je l'aborde, nous sommes des techniciens, je l'aborde que sous son angle purement économique. C'est-à-dire, je laisse aux politiques le choix de la stratégie, mais on la juge à travers quoi? À travers sa cohérence. On ne peut pas dire il faut privatiser, il faut restructurer, il faut laisser, mais je me dis, il y a une orthodoxie qu'il faut respecter. Si on privatise, voici les garde-fous. Si on restructure, voici les garde-fous. Mais qu'on ne fait pas des choses qui sont un petit peu incompatibles parce que c'est facile à juger dans ce cas-là. Sachant que rien n'est fait à ce jour parce que c'est encore un débat purement social et non pas débat économique. Je dirais même plus que ça. Dans certains secteurs d'activité, les entreprises sont devenues le mauvais élève du secteur. En gros, tout le monde respecte la réglementation et les seules entreprises qui ne respectent pas la réglementation, c'est justement ces entreprises publiques. Alors qu'elle avait le rôle inverse à jouer. Si je reviens au secteur privé, donc je me dis, dans une économie privée fondée sur l'endettement, fondée même sur le surendettement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, voici les conséquences du surendettement. Première chose, c'est que si je peux travailler avec l'argent de la banque, quel que soit le coût, parce qu'on a connu des TMM à 4%, on a connu des TMM à presque 9%, mais le comportement de l'agent économique est le même. Et moi, j'ai appris quelque chose, moi je suis un homme de marché financier essentiellement, et j'ai appris quelque chose, que quand la majorité des gens convergent vers un modèle, ils ne peuvent qu'avoir raison. C'est moi qui ai tort. Et dans ce cas-là, je me dis pourquoi, quel que soit le coût de financement, les acteurs privés préfèrent toujours travailler avec l'argent des banques et jamais réinjecter leurs bénéfices dans leur propre société. Et ils préfèrent plutôt investir dans le foncier ou investir ailleurs, mais pas dans leur propre société. Pourquoi? En tout cas, vu la fréquence de ce phénomène, ils ne peuvent qu'avoir raison. Certains m'ont dit, l'argent n'est jamais cher en Tunisie. Quel que soit son coût, il n'est jamais cher. Je préfère travailler avec l'argent de la banque. D'autres me disent, parce qu'on n'est pas certain de l'avenir de nos secteurs d'activité, on préfère se diversifier. D'accord, mais à l'échelle individuelle, micro, je comprends, mais à l'échelle macro, c'est difficile. Dans ce contexte-là, je me dis, est-ce que c'est une bonne chose de faciliter l'accès au financement dans les mêmes conditions? Je ne suis pas contre l'accès au financement, mais je me dis, abordons le problème sous son aspect rentabilité, efficience, d'accord, pour pouvoir confronter la concurrence. Ensuite, parlons de financement. On se pose toujours une question. Est-ce que je suis capable d'exporter mon produit? La première question, cette question-là peut avoir plusieurs ramifications par la suite. Est-ce que mon produit est adapté à son marché? Est-ce que j'ai utilisé la technologie qu'il faut? Et surtout, est-ce que j'ai produit au moindre coût? Parce que voilà ce qui se passe dans certains secteurs d'activité, notamment le ciment, un secteur que j'ai découvert, qui est passionnant, mais qui reflète vraiment la situation que je suis en train de décrire. Nous produisons dans un contexte, dans un environnement économique et surtout social, qui fait que nous sommes obligés de produire à un coût élevé. Aujourd'hui, notre production, on ne peut pas l'exporter avec un bon bénéfice. Parfois, on exporte à perte. Parfois, on exporte, vous savez pourquoi? Juste pour avoir du cash, de la devise. Pourquoi on exporte à perte? Parce que si je peux, moi, contrôler mon coût de production et la quantité que je produis, je ne suis pas du tout certain, alors là, pas du tout,
que que mon prix de revient est compétitif. Et là, c'est un vrai problème. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème de compétitivité. Oui, nous avons pris plusieurs fois la décision d'exporter un surplus au coût de revient, parce que le prix du marché, il est fixé par le marché international. On ne le conditionne pas. Si la tonne de je sais quoi, elle est à l'ordre de 45 dollars, et que nous, ça nous coûte, je ne sais pas, 180 dinars, on ne peut pas le vendre à 180 dinars. Peut-être sur le marché local, et encore. Mais on est obligé de vendre à perte si on veut exporter. Donc aujourd'hui, notre repère, notre miroir, c'est justement se positionner dans un environnement ouvert à l'extérieur. Et de là, on définit un petit peu la stratégie d'abord de positionnement produit, étudier bien son marché, connaître bien ses caractéristiques, définir une bonne stratégie commerciale. Sur le plan commercial, il y a énormément de défaillances. Définir une bonne stratégie commerciale, c'est-à-dire définir ou bien adopter un réseau de distribution qui permet à tout le monde d'être gagnant-gagnant. Vous savez, dans plusieurs secteurs industriels, le commerçant, le grossiste ou le circuit de distribution entre commerçants, entre grossistes, semi-grossistes et détaillants, le circuit de distribution gagne une marge supérieure à l'industriel. Il faut l'accepter si on n'a pas le choix. Mais au moins que l'on puisse avoir notre place sur le marché à travers un réseau stable. L'histoire de réseau de distribution, un choix de réseau de distribution, c'est aussi un vaste sujet qu'on abordera probablement dans une autre occasion. La maîtrise des coûts. Qui parle de maîtrise des coûts? Pas seulement le coût des ressources humaines, hein, parce que dans le secteur privé, c'est vrai, il y a une certaine flexibilité. Le public, c'est une autre chose. Mais la maîtrise des coûts, comme c'est un aspect très, très important, parce qu'on sait très bien que la plupart de ces PME, et disons-le, en tout cas, moi je le dis et je l'assume, c'est beaucoup plus considéré comme une lifestyle business. C'est-à-dire, je possède une PME, mais je suis le patron, je passe toutes mes charges personnelles sur cette PME-là. Le jour où je vais la vendre, quel que soit le prix, je me dis, je vais avoir des difficultés à financer moi-même avec mon propre argent toutes les dépenses que je passais sur mon entreprise et qui étaient déductibles fiscalement. À tort, bien entendu. Donc, c'est vrai qu'il y a un rapprochement entre la position de l'actionnaire et la position du dirigeant, parce que finalement, ces entreprises-là que nous avons développées, nous, puisque chef d'entreprise, puisque c'est une entreprise familiale, répond à un besoin de style de vie beaucoup plus que besoin de rentabilité. Je ne cherche pas à maximiser la rentabilité. Je ne cherche pas à installer une deuxième machine et vendre plus et trouver de nouveaux marchés. Non, j'arrive à un équilibre, je m'entoure, ma fille qui fait du marketing, mon fils, je lui donne un petit peu les clients, les principaux clients et les fournisseurs. Mon gendre, c'est le directeur financier. Et puis voilà, d'ailleurs, malheureusement, je connais beaucoup de cas de gens qui ont perdu leurs affaires à cause justement de la présence de la famille, où le problème s'est transposé dans la famille et ils ne pouvaient plus avancer parce que c'est devenu un handicap majeur. Aujourd'hui, dans ce contexte-là, ils sont libres, ces gens-là. Mais à partir du moment où ils utilisent l'argent public, que ce soit le marché financier ou l'argent public provenant de la banque, parce que la banque, elle gère l'argent public. On ne peut pas se comporter comme on veut et continuer à travailler avec le surendettement. Et quand on connaît des difficultés financières, on dit « Ah, il nous manque des fonds, l'accès à l'argent, ce n'est pas facile, le marché est devenu très concurrentiel, ainsi de suite. » C'est vrai que le marché est concurrentiel, c'est vrai que la concurrence déloyale existe en Tunisie, mais dans ce contexte-là, le refinancement, c'est la dernière chose à laquelle on devrait penser. Il faudrait d'abord penser à l'optimisation des ressources, à la définition de stratégie commerciale, à la recherche d'export, parce que c'est l'export qui va un peu développer ce pays-là, et surtout à l'investissement privé. C'est pas parce que j'ai investi dans une machine les années 70, je continue à tirer le maximum de cette machine-là pour continuer à bien vivre jusqu'à ce que l'affaire disparaisse. Parce qu'après tout, comment on le voit ce phénomène? Vous savez comment on le voit?
Il y a combien de transactions sur deux sociétés? Combien de Tunisiens qui vendent leur affaire à un autre investisseur qui vient s'établir et va acheter cette entreprise-là parce que lui, il veut travailler? Parce que ces gens-là qui ont été développés dans les années 70 arrivent largement à l'âge de la retraite aujourd'hui. Pourquoi la transmission d'entreprises, notamment familiales, d'abord, il n'y a pas un cadre réglementaire adéquat, et ensuite, il y a très peu de transactions sur les entreprises. Moi-même, quand je mets sur le marché des entreprises qui étaient confisquées, je ne trouve pas beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a une symbiose totale entre l'entreprise et son propriétaire. Deuxième chose, le financement fait que les dettes de l'entreprise sont garanties par un aval personnel de ces entrepreneurs. Et la première chose qu'il va dire, oui, mais moi, je vais vendre mon entreprise, mais je reste garant de ces dettes-là. Qui va prendre la garantie? Ça aussi, c'est un phénomène bloquant. Troisième chose, ces entreprises ont été créées avec un moindre coût, le minimum de fonds propres. C'est justement en injectant le moins d'argent possible que je me permets de faire des erreurs de gestion. Après tout, ce n'est pas mon argent. Il n'y a pas assez de motivation. Ce phénomène ne peut disparaître qu'avec une chose très importante. Faciliter, et c'est le rôle justement de l'enseignement, notamment ces institutions privées d'enseignement, c'est développer l'esprit d'entrepreneuriat et un cadre réglementaire adéquat pour pousser des entrepreneurs à reprendre les affaires existantes. On pense toujours à la création d'emplois, mais jamais à la reprise des affaires existantes, qui ont pourtant à la création d'entreprises, pardon. On pense beaucoup à la création d'entreprises sans penser à la reprise de ces entreprises-là. Alors que s'il y a une première rotation, c'est-à-dire celui qui a acheté l'entreprise à 6 millions de dinars, entreprise qui a été créée dans les années 80 avec 100 000 dinars. Bon, on oublie le passé. Mais quand on met 6 millions de dinars, généralement, on travaille jour et nuit. On ne pense pas à en faire un lifestyle business. Et on ne pense pas à installer sa propre famille inconditionnellement. On pense à mieux rationaliser parce qu'on l'a payé cher. C'est cette première rotation qui manque et qui va peut-être un petit peu inculquer l'esprit d'entreprise. Donc, vous voyez que le financement, oui, il y a un problème de financement, mais nous sommes loin de ce problème de financement. Écoutez, moi, je ne veux pas accaparer les paroles. Ce n'est pas un sujet. Moi, je n'ai pas préparé mon intervention. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet que l'on peut aborder sous plusieurs angles. Donc, je préfère interagir avec vous sur ces sujets-là plutôt que continuer à faire un peu mon discours pour lequel je suis personnellement convaincu. Merci beaucoup, Adel. Nous allons passer à un certain nombre d'exercices, de questions. Si Adel, vous m'avez dit que vous êtes un homme du marché financier. Le surendettement, tout ce que vous avez dit, globalement, à 99%, je suis d'accord avec vous. Mais je voudrais terminer avec une question, mon intervention là, ici. Est-ce que vous ne pensez pas que probablement ce sont les banques elles-mêmes qui sont à l'origine des blocages de la libéralisation financière vers plus d'efficience du système économique? Je vais répondre pour les banques privées, bien entendu. Même les banques publiques aujourd'hui, elles ont de plus en plus une gestion privée. Parce que l'entreprise publique, ce qui distingue le public et le privé, le privé, il a des fonds, il répond à des critères que vous avez très bien énumérés, exposés. Le public, lui, il répond à des critères politiques. Donc, nous sommes absolument d'accord. Allez-y, je vous écoute. Tant que je gagne, je continue à jouer. Pourquoi voulez-vous qu'un banquier privé qui trouve son affaire, déjà rien que dans le financement de l'État, les banques ont gagné énormément d'argent, de marge d'intermédiation, en finançant l'État à travers les bons trésors. Pourquoi voulez-vous que j'aille financer l'économie et courir des risques et provisionner et suivre mes affaires et ainsi de suite? Parce qu'elles sont mises dans un environnement
où elles peuvent. C'est vrai que de moins en moins ces dernières années, c'est vrai. Mais le phénomène continue à exister. Tant que je peux faciliter, tant que je peux explorer facilement un marché, je finance l'économie protégée. Je vous donne un exemple. Allez, parlons concret. Ces mêmes entreprises qui dépendent de Karama, qui ont des difficultés certes financières, mais provenant de difficultés opérationnelles. 90% d'entre elles, les dirigeants m'ont appelé, m'ont dit, oui, finalement, c'est bon. Après ce Covid, tant mieux, le Covid est une bonne chose parce que les banques n'ont ouvert la vanne. En gros, le Covid a apporté des solutions à des entreprises qui étaient déjà en difficulté structurelle. Première leçon. Deuxième leçon, les banques ont ouvert la vanne. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle leur a promis la garantie de l'État. Mais qu'est-ce qui est plus facile que donner un crédit à une entreprise en difficulté avec la garantie de l'État, en mettant sur le compte du Covid? Si moi je trouve que je peux me financer un système où les banques se financent moins cher que l'État, je prends l'épargne publique à moindre coût, quoi qu'il en soit, quand même la rémunération de l'épargne publique est inférieure, et je vais financer l'État à 8,5 et 9% en bon trésor long terme. Et je gagne la marge d'intérêt. Pourquoi voulez-vous que j'arrête ceci? Je ne les défends pas, mais je me dis, c'est l'environnement qui doit pousser à un changement, et non pas une initiative ou un esprit de responsabilité civile qui va pousser à ces gens-là à changer de vision. En fait, c'est le système qui ne permet pas de changer. Dans ce système-là, chacun, quand il trouve le moyen de tirer son épingle du jeu et en tirer un bénéfice, pourquoi voulez-vous qu'il ne le fasse pas? Je ne pense pas que si les banques aujourd'hui ne financent pas, vous savez, par exemple pour l'histoire du Covid, les banques ont accepté de reporter de 3 mois à 6 mois le capital, même sans coût financier et l'intérêt. Mais en contrepartie, les banques ont pu bénéficier d'une garantie très importante de l'État. L'État qui lui-même endetté, voire même surendetté, dans des difficultés budgétaires importantes, comme nous le savons tous. D'accord? Mais regardez un peu les assurances. Les compagnies d'assurance ont refusé catégoriquement de reporter l'assurance des emprunts de la même échéance de 3 à 6 mois, gratuitement, parce qu'elles n'ont pas de contrepartie. Les banques ont accepté parce qu'elles ont eu la garantie de l'État. Les compagnies d'assurance n'ont rien eu de contrepartie, elles n'ont pas accepté. Donc c'est normal. C'est une situation qui, en fait, ce qu'il faut, l'idéal, serait de créer un environnement qui fait qu'un acteur converge naturellement vers les choses les plus rationnelles sans pouvoir aller ni à gauche ni à droite. Or, aujourd'hui, c'est cette porte entrouverte qui pousse certains acteurs à tirer de grands profits, au détriment de l'économie. Oui, merci beaucoup. Nous passons aux questions, Asma, s'il te plaît. La première question, c'est comment a évolué l'activité de votre institution et comment vous l'expliquez? En fait, par cette question, il s'agit de savoir, vous faites du dolodite et vous orientez les entreprises vers où? Vers les banques ou vers le marché boursier? La question est posée. Oui, bon, c'est-à-dire, El Karama, quand même, elle est dans une situation un peu particulière. On dit qu'El Karama, c'est la plus grande holding du pays, peut-être, mais El Karama, elle a une mission un peu particulière, une mission de presque d'une banque d'affaires. Karama, elle a acheté à l'État des entreprises qui ont été confisquées. Alors, quand je dis des entreprises, c'est plutôt des participations. Ça va de 10% jusqu'à 100% du capital. Quand on a la majorité, on gère. Quand on a une participation qui n'est pas vraiment majoritaire, on essaie de participer à administrer à travers le conseil d'administration ces sociétés-là. Alors, en ce qui concerne l'activité de Karama, je peux prononcer que sur ces dernières années, parce que moi je suis là depuis 2017, c'est très clair. La consigne était de accélérer le processus de remise sur le marché de ces entreprises-là. Pas à n'importe quel prix. Nous avons un processus de vente extrêmement lourd qui prend 18 mois. Mais on le fait. Karama est en train de vendre
entre 5 et 10 entreprises par an. On ne peut pas faire plus. Si on veut être honnête, je veux dire, et si on veut être transparent. Donc, notre activité est mesurée par le nombre de sessions, le volume des sessions et la somme injectée dans le budget de l'État pour contribuer au budget de l'État. Ça, c'est le volet principal qui est un peu la session des entreprises. Nous avons un département qui s'occupe de la session des entreprises. Comme j'ai dit tout à l'heure, une session, c'est 18 mois de travail pour rendre la société vendable, hein, d'accord? 18 mois de travail. J'ai vu ça aussi dans le secteur privé. Moi qui viens du secteur privé, j'ai vu également dans le secteur privé que quand on met en vente une entreprise, ça dure quand même longtemps pour l'organiser, la rendre vendable. L'autre activité de Karama, c'est l'administration des sociétés. Et bien entendu, l'efficacité de l'activité cession d'entreprise dépend automatiquement de l'efficacité de la gestion et de l'administration des sociétés. C'est-à-dire, une société qui n'a pas été bien administrée, on va décortiquer toutes les difficultés pendant la session et là, ça va durer longtemps, voire même annuler la session. Une entreprise qui a été bien gérée et bien administrée, c'est facile à vendre par la suite. Donc, il y a interconnexion. En ce qui concerne le financement des entreprises ou bien la vente de ces entreprises, le recours au marché. Je vous dis franchement, le recours au marché, c'est zéro. Zéro cas pour plusieurs raisons. Oui, pardon? C'est-à-dire la bourse. Oui, c'est zéro accès au marché et zéro réflexion autour de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Une bourse, pour moi, c'est un prestataire de service. Je m'oriente vers ce prestataire, c'est m'apporte un plus. Si on arrive à me convaincre, moi qui suis homme de marché, à convaincre que vendre une entreprise sur la bourse, c'est mieux que la vendre sur un cahier de charge de gré à gré, j'irai tout droit vers la bourse. Mais nous savons tous aujourd'hui que la bourse manque de profondeur, essentiellement de profondeur. La structure de la clientèle de la bourse, c'est-à-dire l'investisseur, il n'y a pas assez d'investisseurs rationnels. Et la bourse, comme vitrine qui donne la vraie valeur des actifs, elle n'a pas encore atteint cet objectif-là. Je vous donne un exemple. Nous avons restructuré récemment une entreprise très importante qui est cotée en bourse et dont nous possédons la majorité. Et nous avons ouvert une augmentation de capital. 268 millions de dinars d'augmentation de capital pour Carthage Cement. C'était le sauvetage. Alors, bien entendu, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Pourquoi ça fait 2 ans? Parce que j'ai dit aux dirigeants, ne venez pas me dire injecter du capital parce que vous avez perdu au fonds propre. Montrez-moi que vous pouvez apporter. Et on a travaillé pendant 1 an et demi sur la restructuration opérationnelle pour passer d'un RBE de 25 millions de dinars à presque 120 millions de dinars cette année. Et là, je me dis, vous créez de la valeur, vous pouvez attirer des investisseurs, dont moi en premier. Et Karama elle-même, elle a injecté près de 55 millions, plus près de 60 millions de dinars dans cette affaire-là. Mais 268 millions de dinars dans une société déjà cotée, avec un flottant de 50% sur le marché. En gros, sur les 268, on s'attend à ce que les investisseurs structurels, c'est-à-dire le noyau dur, apportent la moitié et la bourse apporte l'autre moitié. Oui. 99,9%, c'est de l'argent privé. C'est-à-dire quelques gros investisseurs en dehors de la bourse, y compris les banques. Nous avons fait un arrangement avec les banques pour convertir une partie des dettes en capital, pour réduire l'endettement, mais zéro réponse de la part du marché. Et ce n'est pas par manque d'information. Nous avons communiqué, mais je peux vous dire que le marché boursier manque de profondeur. Donc, en gros, les grosses opérations se font hors marché. Avec tous mes regrets, je dis ça, hein, si je ne suis pas content, mais c'est la réalité des choses. On ne peut pas s'aventurer à risquer une opération, à la mettre sur le marché et attendre à ce que le marché réponde. Et aujourd'hui, voilà, la société annonce cette année la première année bénéficiaire après cette augmentation et le marché n'a toujours pas réagi. Et plus pire que ça, on a fait une augmentation de capital, 268 millions de dinars, à un prix d'émission supérieur au cours de bourse. Moi qui suis financier, c'est contraire à l'orthodoxie financière de souscrire en capital de nos actions nouvelles à un prix supérieur au cours de bourse. Et les investisseurs ont accepté, ils ont injecté. Bon, on a arrêté à 200 millions, on n'a pas pu atteindre 268. Mais quand même, 205 millions, c'est pas peu. Et on l'a fait à un prix supérieur. Alors, soit ils ne sont pas rationnels, ils auraient pu l'acheter en bourse à 1 dinar, alors que le prix d'émission est 1,2 dinar, soit
la bourse, un dinar, ne donne pas assez de profondeur. Je pense que c'est plutôt la deuxième hypothèse. Oui, marché, ça veut dire information. Et là, quelles sont les mesures qui ont été prises pour améliorer la communication au marché? Parce qu'en fait, la communication économique et financière, elle est quasiment nulle. Nulle. Ça c'est vrai, c'est tard et laisse à désirer de la part des entreprises qui sont déjà cotées en bourse et la plupart des sociétés cotées en bourse, elles communiquent que lorsqu'elles ont besoin de marché. Quand elles ont besoin d'augmentation de capital, c'est là où elles se rappellent du marché. Mais en même temps, c'est tard. Parlons de tous les sujets. J'ai été pendant plus d'une dizaine d'années président de l'association des intermédiaires en bourse. J'ai passé des années à inciter les entreprises à venir faire une communication financière au niveau de l'association des intermédiaires en bourse à l'intention du public. Alors, je peux vous dire, on fait un, comment dire, j'ai un témoignage. Pendant des années, on organisait des communications financières pour les analystes et pour le public. Zéro question dans la salle. Ben, vous pouvez vérifier vous-même. Ah oui, oui. Aller assister aux communications à la bourse, zéro question. Et pourtant, on manque d'informations. Il y a un désintérêt total de la part des acteurs du marché. Et là, ça frustre beaucoup également les acteurs économiques. C'est pour dire, il y a un peu de tout. Il y a aussi… oui. Vous avez les journalistes que vous avez, qui existent, mais ils n'ont pas de culture économique et encore moins de culture économique financière. Ça n'existe pas. La solution il faudra créer au niveau des institutions universitaires, je ne sais pas, partout, c'est pas à moi on peut en parler une autre fois, si vous voulez, hein, pour qu'un journaliste puisse lire un graphique, qu'il lise qu'est-ce que c'est qu'un PER, etc. Enfin bref. Et faire la liaison entre l'économique, le financier, le macroéconomique, le politique, le social, etc., etc. Regardez, c'est ça. Entre-temps, on reste dans cette spirale où comment développer un peu la culture de l'information et du marché. Mais c'est vrai que les entreprises ne communiquent pas assez. C'est vrai aussi que les vecteurs qui produisent de l'information financière, parce que nous, on donne l'information brute en tant que dirigeant, mais c'est aux spécialistes, aux professionnels de transformer ces informations en recommandations et je n'arrive pas à atteindre cet objectif-là. J'irai même plus que ça, même sur le plan gouvernance. Savez-vous que les entreprises cotées en bourse, pour leur majeure partie, n'entretiennent qu'un seul conseil d'administration par an, même parmi les plus grandes? Savez-vous que nous sommes battus dans les années fin des années 90 et début des années 2000 pour inciter le CMF à imposer cette histoire de administrateurs représentant les petits porteurs pour que, en gros, les investisseurs en bourse soient représentés par un administrateur en moins, sinon deux. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Des administrateurs qui transmettent, des administrateurs représentant petits porteurs, et j'assume ce que je dis, qui transmettent en temps réel l'information à leur club de bourse pour boursicoter et pour bénéficier de l'information en primeur émanant du conseil en temps réel. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des entreprises qui veulent carrément une radiation. Voilà. C'est interdit. Exactement. Ça aussi, ce phénomène qui existe, et j'invite le CMF à, quand on fait quelque chose, il faut bien l'encadrer. J'invite le CMF à encadrer ce sujet-là pour que nous, on a de tout. Absolument. On a tous les moyens, on les a. Mais il y a un autre point très important au niveau de la communication. Il y a les états financiers d'activité trimestriels. Alors, vous avez des tableaux et ensuite, vous avez le commentaire. Et vous avez des commentaires qui sont très bons pour des entreprises, ce que j'appelle, moi, les mastodontes, qui sont connus. Et puis, vous avez les 80% et même plus des entreprises, vous avez un commentaire de 2 lignes qui ne veut absolument rien dire.
Eh bien, on n'a qu'à poser les questions. Les analystes financiers sont là pour poser des questions. Ils sont payés des salaires par leurs clients. Analystes financiers, ils ne vendent pas ces services, mais il appartient à l'intermédiaire en bourse qui perçoit des rémunérations de courtage pour que justement l'intermédiaire communique l'information transformée, c'est-à-dire traitée par l'analyste financier. Est-ce que les analystes financiers posent des questions? Je parle en connaissance de cause, c'est ça. Oui, oui, non, non, mais on parle de la même chose, hein, absolument. Il y a une question qui est très importante pour parler entreprise publique, parce que la contrainte financière aujourd'hui au niveau public, au niveau public, et au niveau administratif aussi, est très importante. Il est question de comment dirais-je, de se délester un peu de certaines entreprises pour avoir ne serait-ce que quelques ressources financières à l'État, pour réduire la charge financière, la contrainte financière de l'État. Que faut-il faire à votre avis pour dynamiser le mouvement de restructuration des entreprises publiques pour justement les faire les privatiser entre guillemets, tout en permettant à l'État d'avoir toujours son mot à dire? C'est une question, qui est très importante. C'est une question qui est politique parce qu'elle est délicate parce qu'elle est politique beaucoup plus qu'économique. C'est une question à laquelle je me suis préparé, mais ce dont je ne me suis pas préparé, c'est qu'elles arrivent de la part de cette personne-là qui l'a posée, et elle est devant moi la question. J'essaie de donner des éléments de réponse tout en restant un peu technicien. Restructuration des entreprises publiques. D'abord, avant de restructurer les entreprises publiques, essayons de redéfinir leur rôle dans l'économie, leur raison d'être. Aujourd'hui, pas à l'époque, pas à la création, aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont nécessaires à l'économie? Elles servent à quoi? Quels services ces entreprises publiques rendent à l'économie? Quels coûts elles ont? Combien coûtent à l'économie? Et quel est le rendu? Alors, je me dis, voilà, les entreprises publiques aujourd'hui, quelque part, rendent un service public, c'est-à-dire des institutions qui opèrent, qui sont opérationnelles, mais qui normalement, voilà, essaient de, parce que ça c'est la vieille un petit peu école, moraliser le secteur. Très bien. Je me pose la question suivante. Combien me coûte réellement un vol Tunis-Paris aller-retour? Le billet d'avion, les taxes pour l'OACA. Regardez dans votre billet d'avion combien on paye de taxes pour l'OACA et comparez par rapport aux taxes d'autres aéroports. Et bien entendu, le déficit annuel qui est payé de nos impôts finalement. Je pose la question aux citoyens tunisiens. Si vous trouvez le moyen de payer moins cher vos déplacements et notamment vos déplacements professionnels, cette économie de ressources n'est-elle pas utile pour pouvoir financer d'autres secteurs qui sont sinistrés? Deuxième question. D'accord, on peut injecter des fonds encore. On peut s'organiser, faire un business plan, ce fichier Excel avec du copier-coller, faire des projections. Voilà, on va le faire. Et ensuite, on demande, donc on définit un petit peu les besoins en trésorerie. Les besoins en trésorerie arrivent tant bien que mal. Et après, 2 ans après, où est-ce qu'on va? Je ne sais pas. Malheureusement, ce qui manque, c'est la motivation. Mais je plains les dirigeants de ces entreprises-là. J'ai beaucoup discuté avec eux parce que moi aussi, je suis une entreprise presque publique, une entreprise du domaine privé de l'État. Mais nous aussi, on travaille avec le ministère, on travaille avec le public, c'est-à-dire le sérieux du public et les contraintes du public. Ça, on n'y peut rien. Mais je me dis aujourd'hui, la restructuration du secteur public doit être précédée d'abord par un repositionnement de ces entreprises-là dans leur secteur d'activité. Est-ce qu'on doit les garder ou pas? Est-ce qu'elles sont utiles ou pas? Est-ce qu'elles ont un rôle à jouer à l'économie ou pas? Et ne me dites surtout pas, oui, elles ont un rôle social. Parce qu'un rôle social dans une entreprise économique qui doit créer de la valeur, elle détruit de la valeur, juste pour garder des postes d'emploi, ça coûte cher à l'économie. Ça démotive. Ça n'encourage pas les gens qui sont au chômage à aller s'aventurer pour lancer une initiative privée et faire de l'entrepreneuriat et travailler 14 à 15 heures par jour pour un jour
gagner quelque chose. Non, il préfère rester, déposer un CV et attendre lui aussi son tour pour avoir un jour un emploi dans ces mêmes entreprises publiques. Voilà le malheur. Bien entendu, l'idéal serait d'avoir une politique sociale importante. On ne peut parler de politique sociale qu'après avoir créé de la richesse. Et on en a créé en Tunisie. Mais malheureusement, quand on en a créé, ça a été mal distribué. Mais c'est ça le rôle de l'État. Intervenir pour créer l'environnement concurrentiel qui fait que les meilleures ressources vont vers les meilleurs emplois, d'accord, pour produire à moindre coût, pour être compétitif, d'accord, et ensuite pour créer de la valeur. Et également, ça c'est pour créer l'environnement concurrentiel. Ensuite, quand il y a une création de valeur, c'est là où on intervient avec des textes de loi en disant, monsieur, vous avez gagné de l'argent, il faut respecter vos employés, il faut respecter la vie sociale. Et c'est là l'objectif final et la finalité de ces entreprises. Mais on ne peut pas faire un raccourci et aller vers le social alors que l'État même a des difficultés à financer aujourd'hui ces fonctionnaires. Il faut sortir de cette spirale. Il faut, ouvrir le débat. Il faut dépolitiser le débat. Il faut affronter la réalité des choses. J'ai l'impression, mais là, je ne suis pas à la place des décideurs politiques que je respecte aussi les précédents que les actuels, mais j'ai l'impression qu'on parle de restructuration d'entreprises publiques juste pour ne pas parler de privatisation. Pour éviter, parce qu'il y a deux choses. Soit on vend, soit on restructure. Et voilà, si on ne vend pas, on restructure. Alors, maintenant qu'on a défini ou redéfini le rôle de ces entreprises publiques, leur intérêt pour l'économie, leur positionnement finalement, même le produit de l'entreprise publique, aujourd'hui le positionnement, c'est quoi? Une fois qu'on a défini, allez, on va parler de restructuration. Commençons, comme j'ai dit tout à l'heure, par la restructuration opérationnelle. Il faut mettre une équipe et lui donner les moyens pour pouvoir rééquilibrer les comptes et voir ce qui ne va pas, pourquoi on perd de l'argent, même sur le résultat d'exploitation. Pourquoi on perd de l'argent? Je ne comprends pas. C'est tard. Même chez le privé, savez-vous que la bourse de Tunis est déficitaire ces 2 dernières années? C'est un problème de... Pourtant, elle ne fait que percevoir des commissions sur les intermédiaires pour couvrir ses charges. C'est quoi la bourse? C'est une plateforme qui laisse les professionnels échanger entre eux. Et son rôle, c'est augmenter la liquidité, c'est-à-dire mettre en place les moyens pour que la liquidité augmente entre opérationnels. Ces coûts sont connus et ces revenus dépendent justement des revenus intermédiaires. Même le bourse est déficitaire aujourd'hui. Alors que c'est un business model qui ne permet pas d'aboutir à une structure déficitaire. Elle qui est structure privée puisqu'elle appartient à part égale à tous les intermédiaires. Donc je reviens aux entreprises publiques. J'ai dit la bourse parce qu'elle est d'utilité publique. Elle n'est pas une entreprise publique. Alors, les entreprises publiques, le problème qu'il faut aborder aujourd'hui, c'est la restructuration opérationnelle. Et la restructuration opérationnelle, c'est d'abord équilibrer les comptes. C'est-à-dire, on va aborder quoi? On va aborder le problème du sureffectif, on va aborder le problème de la démotivation, on va aborder le problème du positionnement de produits de l'entreprise publique et son positionnement sur son marché. Est-ce qu'il y a encore une place aux produits de ces entreprises publiques? Et tout ça, c'est des sujets, du moins la plupart d'entre eux, ce sont des sujets épineux parce qu'on va affronter différents rapports de force qui vont nous empêcher de parler des vrais problèmes. Et je préfère m'arrêter là pour dire, est-ce que le débat sur le plan économique, sur le plan purement technique, est-ce qu'on peut tenir un débat libre sur les entreprises publiques? Allez, parlons des banques publiques. Quelle est l'utilité, quel est le rôle des banques publiques? L'État se pose la question, est-ce que je dois rester dans le secteur bancaire ou je dois le réglementer? Quand même, le secteur bancaire, globalement, sur le plan de réglementation, il est très bien réglementé par la Banque centrale, malgré quelques défaillances, mais enfin, globalement, ce n'est pas si mal. Est-ce que l'État doit rester dans... Vous savez, l'État, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Banque centrale peut sanctionner une entreprise publique, une banque publique, c'est-à-dire sanctionner indirectement l'État. Est-ce normal? Parce que telle ou telle banque publique n'a pas respecté tel ou tel ratio, on n'a pas procédé à l'augmentation de capital, comme il faut le faire. Après tout, une banque, c'est quoi? C'est elle collecte l'épargne publique, on lui donne un agrément pour collecter l'épargne publique, pour l'orienter vers le financement de l'économie. Et la Banque centrale surveille et supervise cette activité-là. Et aujourd'hui,
il y a deux poids, deux mesures. Les mauvais élèves, avec tous mes respects à mes collègues, hein, je parle plus macro que micro, du secteur, c'est justement les entreprises publiques ou à participation publique. Alors, il faut aborder le problème. J'ai dit qu'il y a des raisons à cela. Je ne me reproche pas, jamais. Moi, j'ai décrit la situation et j'ouvre le débat. Je sais qu'il y a des raisons à cela. Mais finalement, les raisons, est-ce qu'on peut les aborder d'une manière technique et économique, librement? Moi, je crois que non. Merci beaucoup. Finalement, la question de Soumaïa Yacoubi, les entreprises publiques visées par le mouvement de restructuration, etc., touchent quel secteur, en fait, à votre avis? C'est le secteur public. Le secteur public, j'ai dit le secteur, c'est les secteurs qui sont un petit peu, qui connaissent des difficultés. C'est le secteur des transports, les entreprises de transport interrégion, les compagnies aériennes, le secteur également de la santé publique, il faut le restructurer. Et encore une fois, cet exemple-là, est-ce qu'aujourd'hui les cliniques privées ont pu créer la plateforme et la structure qui a bien remplacé la santé publique? Il y a des initiatives, il y a des tentatives, mais ça reste petit quand même. Nos structures hospitalières n'ont pas pu se substituer totalement ou en bonne partie au secteur public au niveau de la santé. Au niveau de l'enseignement également, notamment l'enseignement universitaire. Il y a certains qui ont réussi, je ne vais pas citer, bien entendu, ça a créé peut-être un conflit d'intérêts. Mais vous savez, il y en a beaucoup qui ont lancé leurs affaires sur la base de motivation. C'était quoi? À l'époque, pour développer une fac privée, maintenant, il y a les années 90, je crois, on donnait le terrain gratuitement. Et certains ont pu obtenir un terrain très bien placé, gratuitement. Et c'est aujourd'hui la principale richesse qu'ils ont obtenue. Moi, personnellement, si je suis assis sur une richesse comme cela, est-ce que je suis vraiment suffisamment motivé pour développer ce business? Et pourtant, on sait très bien que l'avenir, c'est l'enseignement privé parce que le public, voilà quoi, c'est bon, le public il doit rester comme partout, mais il n'offre pas les diversifications nécessaires. Donc, il y en a ceux qui ont réussi, mais il y en a ceux qui n'ont pas, sont pas bien développés parce que leur motivation, c'est essentiellement création de richesse pour aller demain revenir vers le facteur commun qui est un peu le foncier, l'immobilier qui garde sa valeur tout le temps. Donc, tout ça, ça ne motive pas. Alors, je disais, donc l'enseignement, la santé, le secteur du transport et bien entendu l'énergie et les phosphates, mais là, c'est pas vraiment, pour l'instant, c'est pas vraiment directement l'énergie, mais disons les services connexes à ces entreprises-là. Donc, c'est essentiellement ces entreprises-là qui coûtent à l'économie et qui doivent être restructurées, bien entendu. Tout le monde veut avoir la stabilité de l'emploi. Tout le monde veut l'avoir. Mais il y en a ceux qui peuvent l'avoir et d'autres qui ne peuvent pas. Et en tout cas, c'est bien d'être généreux. Mais ce n'est pas possible d'être généreux avec l'argent des autres. Offrir la sécurité de l'emploi avec l'argent du citoyen, un citoyen qui lui-même il n'est pas dans une stabilité d'emploi et qui paye trop d'impôts, je crois que ce n'est pas trop juste. Et ce débat, vu cet angle-là, n'a pas encore été ouvert. Jamais j'ai entendu un contribuable parler ainsi. On voit que les gens qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins, dont le coût de la vie a augmenté, ainsi de suite, ce qui est vrai. Mais il faut parler aussi de tous les aspects pour pouvoir tenir un débat franc et surtout technique, hein, pas politique, franc et direct. Merci. Finalement, la question qui fâche, qu'en est-il des biens confisqués et dont vous avez la charge pour la liquidation? Est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon? Alors, les biens confisqués, c'est un sujet qui a… En fait, il y a beaucoup de malentendus sur les biens confisqués. D'abord, l'État qui se trouve propriétaire d'autant de biens en même temps, forcément, peut avoir aussi, je dis bien aussi, hein, un peu de gaspillage. Parce que c'est de ça qu'on va parler. De soupçons de corruption. Je venais de sortir d'une réunion au Parlement avant-hier
et j'en suis encore malade, très sincèrement, parce qu'on passe notre temps à expliquer. Moi qui viens du privé, hein, moi-même j'ai été confisqué par le secteur public pour essayer d'aider d'abord mon pays et ensuite aider dans ce secteur-là pour liquider certains actifs qui ont été confisqués dans les meilleures conditions et les remettre sur le marché. Et bien sûr, on nous reproche tous ces retards, ainsi de suite. Je ne peux assumer qu'à partir de 2017, parce que je ne vais pas revenir dans l'histoire, malheureusement, avec toute ma bonne volonté. Mais je me dis, je tire les conclusions personnelles qui m'engagent. Oui, dans le passé, il y a eu du retard. L'État aussi n'était pas assez structuré, mais plus maintenant, n'était pas assez structuré pour pouvoir gérer et vendre ces actifs-là. Il y en a beaucoup, que ce soit actifs ou bien des sociétés. Hein. Aujourd'hui, beaucoup mieux. Ce retard, j'estime qu'il a été rattrapé. Mais il y a aussi un malentendu. Combien, à votre avis, on peut vendre d'entreprises? On a plus de 500 participations dans des sociétés qui restent. Hein. Participations dans des sociétés, dont certaines, on n'a pas la gestion, parce que quand on a 10%, de quel droit on va demander de la gestion? À votre avis, combien on peut liquider de participations par an dans un pays comme la Tunisie? Déjà, il y a combien de transactions dans le secteur privé? Il y a une dizaine de transactions dans le secteur privé. Des actions qui changent de main, ou des parts sociales de Sahel qui changent de main à partir de 10, 20, 30 jusqu'à 100%. Il n'y a pas beaucoup. Donc, pourquoi voulez-vous qu'on crée un marché assez liquide et rapide pour pouvoir vendre les biens confisqués au meilleur coût en plus, au meilleur prix? Donc, on ne peut qu'avancer qu'en fonction de la capacité d'absorption du marché, c'est-à-dire avec un rythme d'une dizaine de sociétés par an. Les biens immobiliers. Oui, il y a des biens immobiliers qui ont été confisqués et des biens fonciers. 90% de ces biens ne sont pas dans une situation régulière. Et on sait très bien pourquoi c'est tombé entre ces gens-là. Aujourd'hui, quand c'est l'État propriétaire, vous voyez l'État revendre ses biens dans la même situation irrégulière avant de régulariser la situation? Non. Régulariser la situation, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Un terrain qui a été saisi, qui a été vendu dans le domaine maritime, qui est invendable, qui a été déclassé et revendu à une société privée pour faire un projet. Le projet a été fait, la société a été confisquée, je me trouve en train de vendre des parts de social dans une société qui possède un terrain qui a été acheté dans des conditions douteuses. Qu'est-ce que je fais? Je mets en vente ou là je reviens à l'État où je dis vous avez été lésé, essayons de trouver une solution à ce problème et résoudre le problème en amont. Après tout, c'est servir l'État. Après tout, c'est chercher de l'argent de l'État. Donc, il faut quand même régulariser la situation, notamment foncière, de ce terrain-là. C'est un problème politique. Oui, c'est un problème politique qui nécessite l'effort de plusieurs administrations. Et cet exemple-là, croyez-moi, c'est loin d'être l'exception. Il y a beaucoup de situations un peu bizarres. Il y a des sociétés dans lesquelles je possède 55%. Mais je n'ai aucun pouvoir. Au conseil, nous sommes 5. Il a 3 et j'ai 2 postes. Et c'est par convention, hein, ce qu'on appelle pacte d'actionnaires. Le pacte d'actionnaires me lie les mains. On me dit, mais vous êtes majoritaire. Oui, mais majoritaire dans le capital, pas dans le pouvoir. Qu'est-ce que je fais? Je rends ce pacte alors que je n'ai pas le droit, parce que quand je confisque, actif-passif. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je dois composer. J'ai des participations majoritaires, mais que je dois vendre, mais il y a un minoritaire qui a le droit de préemption, qui ont le droit de préemption. Comment voulez-vous que je vende par appel d'offres alors que le minoritaire peut acheter à tout moment au meilleur prix? Vous mettrez, vous, un prix sur les 55%, tout en sachant que votre prix va être utilisé par l'autre actionnaire minoritaire pour l'acheter? Vous allez dire non, je ne suis pas un cobaye. Et j'en passe. Donc, en fait, il y a énormément de difficultés. C'est vrai qu'il faut affronter par des décisions politiques, certes, et par des décisions, mais c'est des problèmes techniques. Hein, techniques. Là, pour le politique, où est-ce qu'il intervient? C'est dans l'arbitrage. Qu'est-ce qu'on fait? On rend le terrain au domaine maritime ou ça y est, c'est fait, donc on vend la société et ça restera dans le privé. Ça, c'est une décision politique. Mais nous, techniciens, on a énormément de problèmes dans ce cas-là. Nous sommes dans un pays où quand il y a une contestation ou un procès, tout s'arrête. N'importe quel employé fait un procès contre la société.
Comment voulez-vous vendre dans la data room une société avec un procès où l'acheteur il va dire ah ouais, mais il y a un procès en cours, bien sûr qui peut durer 5, 6, 7, 8 ans, on ne peut pas attendre. Hein. Si on va attendre à ce que tous les procès soient résolus, on ne vendra plus rien. Entre-temps, comment voulez-vous une société? J'ai vendu une société avec 56 procès en cours entre ce qu'elle a fait, ce qu'elle a intenté et ce qu'on a intenté contre elle, hein, tout compris. 56 affaires en cours que j'ai exposées, j'ai dit voilà, allez, charge à vous d'évaluer tout ça, pêle-mêle, en plus et en moins, par rapport à la valeur. Quelle valeur on va donner à ces actifs-là et faire jouer la concurrence? Et pourtant, on a vendu. Donc, n'imaginez pas que nous avons confisqué des actifs clean et des actifs sans dette, et puis l'aspect de la dette. Vous savez, si je raisonne en termes de prix de vente, je peux dire que nous avons apporté des milliards à l'État. Mais une bonne partie de ces actifs-là sont hypothéqués auprès des banques. C'est parce que ces gens-là, encore une fois, n'utilisaient pas leurs fonds propres, financés avec de la dette. Et créent une société, déjà, disons, 70% de dette, 30% de fonds propres, et ces mêmes 30% sont détenus par une autre holding qui finance à 20% sur les 30 par de la dette encore au niveau de la holding, il garde 10% chez lui. Et on confisque ces 10%. Qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut payer les dettes de l'entreprise, il faut payer les dettes de la holding. Qu'est-ce qui reste à l'État? Qu'est-ce qu'on voit? On voit une grande entreprise. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Les dettes qui sont en contrepartie. Oui, merci. La dernière question, c'est Adel. Que pensez-vous du phénomène des startups? Est-ce que l'État peut s'intégrer là-dedans? L'État est en train de faire beaucoup d'efforts et veut développer les startups. Ce qui manque au niveau de la création des startups, c'est des pépinières qui permettent aux startups de résider sur place. Ce qui manque, c'est l'encadrement. Et l'encadrement peut venir par le privé. C'est-à-dire l'État ne peut pas faire plus que ça. Mais ce qui manque, c'est des gens qui accompagnent, qui poussent, mais aussi en amont, même au niveau de l'enseignement. Il y a combien pas des diplômés, mais d'étudiants chez vous, dans votre pas, qui ont à l'esprit, après le diplôme, c'est se lancer dans une affaire et bien sûr, ils vont dire il manque le financement. Le financement, je peux vous l'assurer, moi. Mais combien ils pensent un peu lancer leurs affaires? Alors, ils vont dire oui, mais parce que créer une entreprise, c'est le parcours du combattant, encore une fois, et ça, c'est vrai. Ça, c'est le rôle de l'État. Faciliter l'initiative privée, faciliter administrativement, parce que plus on met des barrières, plus on laisse les acteurs établis déjà dans un environnement oligopolistique, ce qu'on ne veut pas. Donc, l'État, son rôle, c'est de légiférer et de faciliter les choses, mais meilleur encadrement, bien entendu. Le reste, c'est des acteurs privés. Les banques, par exemple, doivent trouver leur compte en finançant les startups. Il faut trouver un produit financier qui permet aux banques de dire oui, finalement, moi, ça m'intéresse de lancer ce créneau-là. Je vais créer un département startup et je vais étudier un petit peu les startups. Et bien sûr, sur 100 startups que je finance, il y en a 40 qui vont faire faillite et 40 autres qui vont peut-être aussi gagner un petit peu, rembourser la dette. Et les 20 restantes, elles vont prospérer, bien entendu. Et c'est ça un peu les ratios qu'il faut faire. C'est-à-dire il faut que les mécanismes soient attrayants et non pas pousser les banques par des avantages fiscaux à financer. Il n'y a pas que les banques, il y a les fonds d'investissement que nous avons créés, les SICAR, les FCPR et tout ça, et tous ces mécanismes là, dans la réglementation, ça devient compliqué. Sont en train de financer, mais on en est encore loin. Aujourd'hui, c'est le rôle des privés de trouver le moyen de gagner de l'argent en prenant des risques au niveau de financement. Mais il faut faire aussi des structures de conseil. Il faut des sociétés qui conseillent ces entrepreneurs au niveau management, parce que s'il a une idée, il veut vendre, il ne cherche pas à faire de la comptabilité et ses déclarations mensuelles et aller faire la queue au niveau de la recette des finances chaque mois pour déclarer zéro TVA et pour déclarer rien du tout. Tout ça, toute cette lourdeur n'encourage pas l'entrepreneur. L'État a fait le maximum, mais il reste quand même à surveiller à la bonne concurrence. Mais maintenant, ce qui manque, c'est des structures locales qui soient semi-étatiques ou privées, qui accompagnent techniquement ces entrepreneurs pour qu'ils puissent un petit peu courir le risque et se concentrer, non pas à passer tout le temps chez son banquier pour lui permettre
de passer le chèque pour payer le salaire des employés, ou bien faire la queue à la recette des finances pour faire 46 000 déclarations néant alors qu'il n'a rien à payer. Merci beaucoup, Thierry. Puisque c'est comme ça, c'est à vous le mot de la fin. Le mot de la fin, bien sûr, moi j'ai abordé plusieurs sujets à travers la question de la restructuration, mais il y a une recommandation extrêmement importante. Le temps n'est plus au gaspillage. Je m'adresse aux dirigeants, des entreprises publiques ou privées. Arrêtons le gaspillage. Nous créons trop de structures surdimensionnées. C'est-à-dire, pour exploiter un marché de 100 000 dinars de chiffre d'affaires, j'investis 3 millions de dinars, dont 400 000 dinars de Mercedes, bien entendu, d'accord? Et je me trouve dans un investissement initial surdimensionné, des outils de production qui sont utilisés à 15-20% de leur capacité de production, des directions qui sont à un coût fixe élevé, qui ne peuvent aboutir qu'à une chose, qu'à un coût de production qui reste élevé et qui nous écarte de notre marché. Arrêtons le gaspillage. Soyons plus logiques, plus rationnels et plus humbles également, parce que le meilleur entrepreneur, c'est celui qui a commencé dans le garage de sa maison et qui a évolué par la suite. Merci beaucoup, Adel, directeur général de la Al-Karama Audi, pour votre intervention et pour votre présence. À très bientôt. On aura certainement, pour notre appui, l'occasion de nous revoir bientôt par les privatisations. Avec plaisir et bon courage à tous les étudiants et tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Sir Adel. Au revoir. Merci. Au revoir.